Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue dans Tsi, le podcast francophone du Combiné Nordique et du Swaski. C'est le débrief de Planitza, c'est le 20e épisode de cette saison. Avec moi, comme chaque semaine, j'ai Romain @geox120. Comment ça va, Romain? Ça va, content de te retrouver pour un débrief, je pense, qui va être beaucoup plus enthousiaste que la semaine dernière. Le petit tremplin nous avait laissé un peu sur notre faim, les conditions n'étaient pas particulières, on s'excuse pour les petits changements dans le son. On a retrouvé notre configuration historique et on va vous faire euh, rappeler, nous, ce qui nous a fait vibrer cette semaine sur le grand tremplin. Voilà, c'était la deuxième semaine des championnats de ski nordique, championnat du monde de ski nordique à Planitza. Et du coup, on a eu 5 compétitions. On va commencer par, dans l'ordre chronologique du saut, la compétition féminine qui s'est passée mercredi en fin d'après-midi avec une victoire étonnante, je dirais, de la Canadienne Alexandria Lutit. Oui, alors ça, étonnante pour nous qui suivons la saison là depuis le début, on l'avait vue très forte à son retour pour la tournée de la Saint-Sylvestre, mais sur les petits tremplins. Et là, elle a vraiment très très bien volé et elle a été incroyable en fait dès les sauts d'entraînement et en qualif. Donc elle sort pas de nulle part et elle nous a surpris. Enfin moi, d'un point de vue technique, je m'attendais pas à ce qu'elle vole aussi bien. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, c'est pareil. Et puis, c'est une fille qui avait des difficultés de poser sur les petits tremplins. Et donc, sur grand tremplin, là, normalement, l'impact est aussi à noter. Et on le voit que malgré un premier saut où elle a été notée à 48, elle remporte les deux manches, ce qui veut dire, comme tu l'as dit, que au niveau distance, et puis elle a eu des conditions assez correctes, ce qui fait qu'elle gagne les deux manches. Donc vraiment, alors elle a été égalité avec Maren Lundby dans la première manche, mais elle gagne quand même les deux manches. Donc c'est une victoire, disons, plutôt large, 10 points d'avance, donc à peu près 5 mètres d'avance sur la Norvégienne. Oui, oui, c'est clair. Bon, alors voilà, elle et Maren Lundu ont eu des bonnes conditions. Donc ça, je pense que ça amplifie les écarts, mais c'est vrai qu'à chaud, moi, je me suis dit, mon Dieu, elles ont vraiment été aidées par les conditions et en reprenant les choses bien à froid, on voit que voilà, elles étaient présentes dès le début et que au lieu d'avoir, peut-être, elle aurait gagné avec 2 points d'avance au lieu d'en avoir 10, mais elle était vraiment très très forte. Et c'est vrai que là, elle écrit l'histoire du saut de son pays, le Canada. Elle est championne du monde junior il y a quelques semaines. Elle a gagné sa première Coupe du Monde au moment de la Saint-Sylvestre. C'est vraiment, non, à Zao au Japon. Ça, c'est incroyable. Et puis voilà, c'est une jeune femme qui est rayonnante, qui peut devenir la star de sa discipline, même s'il y a de la concurrence. Ouais, c'est vrai que née en 2004, elle est très 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 jeune et du coup, elle montre cette saison qu'elle a un énorme potentiel et en effet, ce type de performance en grand championnat montre qu'il y a un mental assez fort du côté d'Alexandria qui déjà avait remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques lors du Mixed Oui, Team Event avec Mackenzie, Soukup et Abigail. Donc ça fait 3 médailles dans des grands championnats, puisqu'on peut compter les championnats du monde junior comme importants pour les femmes, hein, qui sont beaucoup dans cette génération. Et du coup, elle passe dans un registre différent et on va dire que désormais, on va vraiment l'attendre sur la continuité. Notamment, elle n'avait pas participé à toutes les premières épreuves de la Coupe du Monde. On l'avait, comme tu l'as dit, plutôt vu sur petit tremplin. Donc, comme objectif suivant, il y a terminé dans le top 5 de la Coupe du Monde et peut-être remporter la tournée de la Saint-Sylvestre, bien que la tournée de la Saint-Sylvestre risque maintenant ne pas être sur 4 petits tremplins. Mais bon, au vu de ces résultats-là,
ça ne va Ouais. pas la désavantager. Alors, peut-être juste je sais pas si c'est un bémol, mais c'est leur tremplin d'entraînement aux Canadiens et comme toutes les petites nations non européennes, toutes les nations non européennes qui font leur camp de base en Europe. Mm. Le Japon aussi, Takanashi qui était absente sur blessure, elle parlait de son tremplin quoi, pour parler de Planitza. Donc il y avait une connaissance accrue aussi de ce profil. Euh, on sait pas mesurer l'effet, mais moi j'ai très hâte de la voir à Oslo du coup dès la semaine prochaine pour voir si elle va confirmer ses dispositions sur grand tremplin. Exactement, et puis voir si du coup elle se qualifiera via l'Euro-Air pour le vol à ski à Vikersund. En parlant de Norvège, la deuxième Belle est une transition. Norvégienne, une revenante, la marraine Lundby, hein, qu'on n'a pas vu du tout cette saison, de par certaines impasses dues à une préparation pour deux grands événements. Le premier, le vol à ski chez elle, et puis elle avait sûrement ses championnats du monde dans un coin de la tête. Elle termine deuxième en étant première de la première manche à égalité et deuxième de la deuxième manche. Record du tremplin à 139,5. Globalement, c'est réussi. Oui, c'est clair. Et comme pour Alexandria Lutic, c'était prévisible, on va dire, dès les entraînements 4-2-1 et troisième de la qualif. Donc voilà, c'est pas genre une pompe le bonjour. Alors elle a eu un coup de pompe du vent au premier saut, mais voilà, elle est devant aussi parce qu'elle maîtrisait parfaitement bien ce tremplin. On la sentait monter en puissance. Je crois qu'elle était autour du top 10 sur le petit tremplin. Et elle est en train de réussir son pari parce que l'année dernière, c'était saison blanche avec ses problèmes de santé, de gestion du poids. Là, elle revient en début de saison, on va dire ventre mou, mais c'est pas humiliant du tout. Elle dit non, ok, j'arrête et je reviens pour février, championnat du monde et puis bah, viser le vol à ski. Et là, bah, avec la confiance qu'elle va avoir pris à Planitza, normalement, ça devrait largement le faire sur l'Euro Air. Donc elle est en train de réussir de façon magistrale son pari. C'est assez magnifique pour elle. Et puis troisième, donc l'Allemande, celle qui a rayonné, hein, de ces championnats du monde chez les femmes, Katharina Althaus, avait trop de retard lors du premier saut puisqu'elle a eu du vent de dos. Elle partait en plus d'une plateforme inférieure à l'outil et surtout à Lundby puisqu'il y avait deux plateformes d'écart et quasiment 10 points d'écart de vent, hein, du vent de face pour Lundby et du vent d'eau pour Altaos, ce qui fait qu'elle était troisième après la première manche, c'était trop loin pour revenir. Elle fait un deuxième saut correct, mais sans plus, avec des conditions à -1 de vent de face qui sont tout à fait correctes. Donc elle est battue. Si on disait oui, mais si elle avait eu les bonnes conditions, les bonnes plateformes, il y avait peut-être 5, 6 points à aller chercher. Elle n'aurait pas été championne du monde, elle n'aurait pas été deuxième non plus. Donc, moi, je considère que les conditions n'ont pas joué et qu'elle a une belle médaille de bronze. Oui, non, c'est vrai que bah, ça faisait partie de ma déception à chaud parce que elle avait encore gagné la qualif. On sentait qu'elle était très très forte. Elle pouvait devenir quadruple médaillée d'or. Et je te rejoins, on va dire que voilà, mais être médaillée, bah déjà, il y en a, toutes les autres ne sont pas médaillées, donc elle a réussi quand même son coup. Et c'est voilà, elle méritait peut-être pas d'être à 19 points, mais tout le monde s'en fiche qu'elle soit à 19 points troisième. Elle est juste troisième médaillée de bronze, et donc trois médailles d'or, une médaille de bronze. Même elle, je crois qu'elle a pas dû râler très longtemps. Elle peut se satisfaire enfin, on peut dire, voilà, c'est un peu cliché, mais on peut même parler de c'est la reine de ces mondiaux côté tremplin. Exactement. Ensuite, on a les favorites sur grand tremplin. C'était du coup la leader de la Coupe du Monde, Eva Pickelning, qui termine seulement sixième. Sixième après le premier saut, sixième du coup au total en étant dixième du deuxième. Elle a eu des conditions compliquées de vent de dos, puisqu'elle a eu du vent de dos dans les deux fois, mais elle n'a jamais été dans le coup. Oui, et elle a jamais rêvé à la médaille, elle n'était pas non plus tout devant au saut d'entraînement et de qualification, donc euh, c'était pas son tremplin, quoi, clairement. Voilà, il y avait pas l'étincelle. Elle a fait sa médaille individuelle sur le petit tremplin, donc c'était sa première en carrière, et donc là, il lui manquait on retrouve quand même un peu ses limites sur le grand tremplin, euh, sans que ça soit mauvais, évidemment. Elle est quand même sixième et c'est très satisfaisant, surtout que voilà.
Là, elle a quand même fait partie de ce ventre, enfin de ces athlètes qui n'ont pas été chanceuses en première manche, avec Ström, qui a bien limité en étant cinquième, avec Klinec, pardon, qui finit septième au total, mais qui était onzième après la première manche, et qui du coup Mm. n'a pas permis aux Slovènes femmes de vraiment sauver leur championnat du monde. Ouais, c'est vrai que Klinec peut être déçu car elle termine troisième de la deuxième manche, mais et des conditions compliquées en première manche avec du vent d'eau, comme tu l'as dit, elle était onzième, elle était déjà à 15 points. Et finalement, elle rattrape seulement 2 points, 1 point sur Altaos. Donc, elle ne pouvait pas viser la médaille, mais c'est vrai qu'elle peut être un peu déçue. L'autre surprise, je dirais, c'est Cindy Opset. On connaît Mm. hein, être vraiment sur courant alternatif, mais qui là s'est complètement raté lors du premier saut. Pourtant, elle a sauté de la 20 et du coup, elle termine 28e et malgré un bon deuxième saut où elle fait cinquième, elle ne fait que 16e. Le premier saut l'avait complètement, de toute façon, mis hors de portée du podium. Ouais, en plus, enfin, c'est décevant vraiment parce que c'était Madame Grand Tremplin cette saison. Et là, elle a fait cette coupure après Willingen parce elle y arrivait plus. Et on pouvait espérer que la coupure elle serait bénéfique, ne serait-ce que d'un point de vue technique en premier lieu. Et en fait, il n'y a rien qu'à changer. Elle saute dans ses skis à une vitesse complètement folle. Et son premier saut, c'est vraiment la limite de ce qu'on peut faire parce qu'elle a failli basculer. En fait, elle a juste Ouais, failli tomber. Elle fait 114 mètres parce que c'est une championne et qu'elle a su se reprendre. Mais elle aurait pu tourner au bout de 20 mètres. Et elle se reprend en deuxième manche. On voit qu'il manque pas grand-chose. Mais c'est quand elle gagnait en début de saison, elle vole toujours très bien, mais elle se jetait pas dans ses skis comme ça. Et elle a fait un mois de coupure pour continuer à se jeter en un millième de seconde dans ses skis à l'impulsion. Et ça, c'est la déception, elle est plus technique en fait, me dire à quoi a servi la coupure. Du coup, on va dire le problème n'a pas été résolu, quoi. Elle prend pas de hauteur du coup, et puis bah euh, c'est impossible d'aller tout au fond, quoi. ouais, c'est un peu comme Bressadola chez les hommes, mais là, on a plus d'ancienneté et de maturité. C'est vrai qu'elle cède pas du tout et elle est vraiment décevante. Et je pense qu'elle aussi, elle est attendue au tournant chez elle à Oslo, où elle doit vraiment montrer qu'elle a ce niveau sur grand tremplin, celui qu'elle a eu en début de saison. Et puis on a eu un lot de filles qui ont eu des conditions exécrables en première manche, mais encore pire hein, que Pinkelning. On a Nika Krishnar, Yuki Ito et Abigail Strait qui ont eu des conditions avec plus d'1 mètre seconde de vent d'eau, donc des compensations à 14, 16 Mm. et 18. Elles ont plus ou moins réussi quand même leur saut, puisque les trois se retrouvaient dans le top 15 entre la 10e et la 15e manche. Mais c'est vrai que là, les conditions les ont pas aidées et elles terminent 10e, 11e et 15e. Oui, c'est ça, c'est la limite du principe des compensations, c'est que ça sauve une saison sur la moyenne parce que ça permet de pondérer les résultats et de sauver des gros trous. Mais quand on joue les médailles, il reste encore des points de compensation qui ne sont pas vraiment attribués. On se rend bien compte que Vando, même avec une compensation, fort Vando contre vent nul par exemple, même avec une compensation, c'est pas jouable pour la victoire. Et bon, c'est notre sport, c'est le saut à ski et c'est comme ça. Mais donc celles-là, elles n'ont pas pu faire mieux. Et dans ce lot des pas trop malchanceuses, enfin, du coup, il y a eu Joséphine Panier qui a eu des conditions très correctes, surtout à Mm. son premier saut, et qui bah, l'a très bien rentabilisé, et qui a fait un beau saut et qui était vraiment enthousiasmant à voir techniquement. Et elle se classe 14e après avoir été 13e sur petit tremplin, donc deux top 15 pour ces championnats du monde. On va dire, le contrat est rempli. Non, exactement. Et du coup, elle était 8e après la première manche. Donc, il y avait un infime espoir de médaille, mais c'est vrai que son deuxième saut à 121 mètres, la classe 17e de la manche, et donc l'a fait reculer de 6 places. Julia Clerc, ça a été l'effet inverse. Elle a eu beaucoup de vent d'eau lors de la première manche avec un saut techniquement assez raté, hein. Elle a eu 48 de points de jury. Elle était 17e, pardon, elle était 23e
et un beau deuxième saut, puisqu'elle est allée plus loin que Joséphine à 122,5 et donc termine 15e de l'Avanche, termine 17e, ce qui, pour la moyenne de Julia, n'est pas mauvais, hein. C'est même un de ses meilleurs concours de l'année globalement, hein. Oui, c'est ça, on retrouvait vraiment ses caractéristiques grand tremplin et elle était même, on pouvait penser qu'elle aurait pu finir devant Joséphine au vu des sauts d'entraînement. Elle n'a pas été aidée par les conditions, mais voilà, top 20, top 20 solide et les promesses plantées pour l'Euro Air qui va se profiler. Exactement. Voilà pour les femmes. On va passer aux combinaisons, aux compétitions hommes, donc qui se sont déroulées vendredi pour la compétition individuelle et puis et samedi hier pour la compétition par équipe. Et, euh, peut-être l'homme de ces mondiaux, toutes compétitions confondues, hein, bien que je n'ai pas, je vous l'avoue, pas regardé tous les relais en ski de fond, mais on retrouve en haut du podium un Slovène à domicile, Timișaj, auteur d'une prestation extraordinaire sur grand tremplin qui, à l'âge de 23 ans, enfin 22 ans, bientôt 23, devient champion du monde sur grand tremplin chez lui. Ouais, c'est enfin, à 48 heures de la fermeture des championnats du monde, on a eu ce qu'on attendait de Planica, une belle ambiance, des tribunes remplies, on a vibré. Alors voilà, on n'est pas slovène, mais c'est vrai que je crois que c'est difficile de pas aimer les Slovènes et surtout la Timișaj quand il saute comme ça, c'est beau en fait. Enfin, c'est comme tous les grands sauteurs en fait quand ça marche bien, c'est juste beau et d'ailleurs c'est valorisé. Peut-être qu'on aura les stats des points, des concours de style plus tard, mais c'est juste magnifique et puis ça, enfin, voilà, le côté à domicile a rendu les choses incroyables. On a eu les plus fortes émotions de ces championnats du monde à la toute fin. Je pense que l'hymne entonné a cappella par les supporters lors de la remise des sapins Mm. du coup, pour le titre de Timișaj, c'est peut-être l'image des mondiaux, quoi. Voilà, et Timișaj qui avait lui déjà gagné 2 fois en Coupe du Monde, les 2 fois à Oberstdorf sur grand tremplin, remporte sa première victoire, pardon, sur tremplin de vol, hein, sur le HS 235, remporte sa première victoire sur grand tremplin chez lui à Planica. C'est un concurrent qui est très jeune, hein, qui a vraiment pour objectif de devenir le meilleur sauteur du monde et qui a un énorme avenir devant lui et qui souvent fait de belles qualifications, se rate un peu dans les grands rendez-vous. Et là, je pense que ça va lui donner vraiment de la force pour conquérir la Coupe du Monde dans les années à venir. Vraiment très très belle performance et on reviendra ensuite sur son concours par équipe. Oui, Deuxième, on retrouve un Japonais qui était en tête après la première manche, Ryoyu Kobayashi, vainqueur du globe l'année dernière, qui avait été auteur d'une saison en demi-teinte jusqu'à retour au Japon à Sapporo et qui là remporte une médaille d'argent, je dirais, inespérée il y a quelques mois. oui, un concours qui a ressemblé d'une certaine façon au concours des femmes, un peu aussi par les conditions, donc plutôt vent d'eau en fin d'après-midi à Planica, et avec, on va dire, une période un tout petit peu meilleure à 10, à 5-10 dossards de la fin, et des conditions un peu plus dures pour les tout derniers. Et à ce jeu-là, Kobayashi, il faut pas lui ouvrir la porte parce que bah, il est juste incroyable, il est très fort. Il a quand même, à mon avis, été plus proche de son vrai niveau sur le deuxième saut où il fait neuvième, que même s'il Mm. a lui à son tour été assez désavantagé, mais voilà, je pense qu'il sauve clairement sa saison sur cette médaille. En fait, il joue plus rien au classement général de la Coupe du Monde depuis quasiment le début. C'était assez en demi-teinte. Et puis bah, la médaille, alors j'ai pas la date exacte, mais ça fait une vingtaine d'années que le Japon n'avait pas eu de médaille au championnat du monde. Donc c'est une super performance. Non, je te rejoins là-dessus parce que tu sais, j'aime bien faire les stats globales sur l'ensemble des sauts d'un tremplin et il s'avère que
Kobayashi est cinquième de ce classement. Et du coup, il a surperformé en terminant deuxième. Donc peut-être la neuvième place aurait été une déception, mais c'est vrai qu'on l'attendait dans le top 5, battu par d'autres concurrents qu'on va citer. Mais autant Timi Zajc, lui, a toujours été au-dessus et dans mon classement à plus de 3 mètres d'avance sur le second au global. Autant Kobayashi était un peu en deçà, et c'est là où on voit la qualité, la qualité de ce champion pour aller chercher ici. Donc, on va quand même le citer. Donc, Zeiss, c'était ça, ou je le dirai à la fin, mais on va regarder le nombre de médailles que tous ces concurrents ont fait en globalité sur championnat du monde et Jeux olympiques, parce qu'il y a eu des beaux records. Troisième, on retrouve un concurrent que moi, je n'avais pas vu venir, mais que toi, tu avais mis sur le podium. Donc, je te laisse Oui, oui. le choix de le dire. Dans notre petit concours interne de pronostics, c'était ma seule grande réussite, on va dire. David Koubaki, oui, puisque enfin, je ne voulais pas l'enterrer. Et puis, en regardant un peu les sauts de qualif, alors rappelons qu'il a failli pas participer au petit tremplin parce qu'il avait le dos bloqué. Et on va dire quand son dos s'est débloqué, ses sauts aussi, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, il était un peu moins fort. Mais il était là, il était fort, et surtout en vente d'eau, c'est un des tout, enfin, c'est pas un des tout meilleurs, c'est peut-être le meilleur. Il est incroyable en vente d'eau. Et, et ça lui a permis d'aller chercher une belle médaille de bronze. Donc après son acolyte Piotr Joua qui gagne l'or sur petit tremplin. Encore une très très belle optimisation polonaise sur ces championnats du monde, et ça a failli être mieux parce que c'est Kamil Storr, le quasi revenant de cette saison, qui est quatrième, quoi. Ouais. Bah alors, je te confirme, hein, Kubaski, il est en tête du classement de Vando depuis le début de l'année. Donc, Voilà. on est, il est en tête devant Granerud et Lanišek. Kubaski, en effet, je vais dire, il mérite sa médaille, hein, globalement. Moi, il fait quatrième du classement global sur l'ensemble des sauts, incluant les entraînements. Donc, c'est quelqu'un qui en effet, finalement, est à la place où il doit être. Au vu de sa saison, je pense de repartir avec cette médaille, c'est mérité. Il n'aurait pas pu aller chercher beaucoup mieux, donc il peut être satisfait. Camille, lui, a très très bien sauté. Et de la même façon, il était sur la lancée de sauts vraiment convaincants. Donc cette quatrième place là aussi correspond à son niveau. Il en manque deux pour moi qui ont mieux sauté que Kubaski et Kobayashi sur l'ensemble des sauts. Le premier, c'est Alvor Egner Granerud, qui était troisième après le premier saut. Donc, disons qu'il était à la place où il devait être sur un podium de championnat du monde. Et puis, ce deuxième saut où il ne fait, entre guillemets, que 130 mètres et la 14e place lui fait dégringoler de la troisième à la 7e place. C'est probablement le plus mauvais saut de Granerud en compétition depuis le début de l'année. Avec ceux du petit tremplin où c'était quand même pas flamboyant. Oui, oui, Mais c'était, exactement. ouais, ouais, c'est étonnant. Bah, c'est ça les championnats. On est un peu surpris à chaque fois. On se dit, enfin, moi j'aime bien un peu toujours quand les favoris gagnent et tout, et il arrive sur une série incroyable. Et puis, et là, il a pas trouvé le timing d'un tremplin qui, pour le coup, je pense que les Norvégiens le connaissent beaucoup moins. Parce qu'eux, ils ont tout ce qu'il faut pour l'entraînement à la maison, donc ils doivent pas passer souvent par Planitza. Et le chantier, et Granerud qui est le sauteur qui réfléchit tout le temps et qui se débloque au fur et à mesure sur les tremplins. Bon, il en a quand même eu un des sauts d'entraînement. Il y avait la possibilité au max de faire 5 sauts d'entraînement. Voilà, il a pas trouvé la clé. Et bah, septième, donc bon, ça va, c'est une clé qui fait que si c'était un classement général, ça limite la casse, mais ça permet pas d'aller prendre une médaille, quoi. Oui, voilà. D'ailleurs, il l'a dit, hein, qu'il avait eu du mal à trouver le timing de ce tremplin, un tremplin qui était assimilé par certains comme celui de Bischoff, avec une Oui. difficulté sur le rayon à trouver ce timing. Et disons que au global, puisque je le place troisième, il l'a trouvé sur certains sauts, mais pas le deuxième saut de cette manche, et donc il termine septième. L'autre qui a très très bien sauté sur ce tremplin, mais qui s'est complètement loupé lors du concours, c'est Antje Lanisek, qui par contre, lui, il était chez lui, et donc on ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas ce tremplin. Non, c'est Il clair. termine 14e de la première manche, 8e de la deuxième, 11e au global. Pas d'étincelle, des conditions très compliquées de vent d'eau
la plus mauvaise compensation avec Kubaski lors de la première manche. Et du coup, ça l'a flingué, hein, puisque 14e, il pouvait pas espérer. Et je pense que du coup, au deuxième saut, il n'y avait pas cette adrénaline supplémentaire. Et Stéphane Kraft, ouais, juste si les championnats du monde de l'Anishak s'étaient arrêtés à la fin de l'épreuve individuelle, ça aurait été un échec. oui, Heureusement, il y a eu un par équipe. heureusement, il y a eu un par équipe. Stéphane Kraft peut s'en vouloir. Il était 11e après la première manche. Lui aussi faisait partie de ce lot de sauteurs de fin de grille qui ont eu des conditions de Vando à 0,7, donc avec une compensation aux alentours de 11, comme Kubaski et comme Granerud. Il ne fait que 125,5 mètres, hein, donc il était 11e. Il a fait un superbe deuxième saut à 136 mètres, avec beaucoup de vent d'eau aussi, euh, la moitié de ce qu'il avait eu en première manche. Une deuxième place lors de ce deuxième saut qui lui laissera un goût amer parce qu'il pouvait espérer mieux. T'as Mais vu, là encore, ouais, le premier saut avait fait son job. t'as vu, c'est incroyable avec Granerud. Ils ont, on va dire, allez, on va très simplifier, ils ont la même compensation première et deuxième manche, et ils font deux Ouais. sauts complètement inversés parce que du coup, ils ont un gros vent d'eau en première manche. Granerud, ça l'impacte assez peu, il fait troisième de la manche. Et Kraft, il fait onzième parce que bah, avec son style de saut très rasant, parce qu'il vole beaucoup, avec peu de force à la table, bah, il est très impacté par le vent d'eau. Et Mm. en deuxième manche, ils ont un vent d'eau moyen, tous les deux, hein, les mêmes compensations, 0,35. Ouais, non, Et c'est très Kraft possible. remonte énormément. On voit que lui, il a trouvé il a trouvé comment voler. Et alors que Mm. Granerud, finalement, c'est un peu craché, quoi. Ouais, ouais, non, mais je pense que là, on voit très bien les, euh, les qualités de vol. Bah, d'ailleurs, au classement du vent de face, ce sont les deux premiers, puisque Granerud est en tête devant Stefan Kraft. Et du coup, Stefan Kraft est très impacté par le vent d'eau, et ton analyse est juste là sur deux sauteurs qui ont eu exactement, mais à un dixième près, les mêmes conditions. On va noter dans le top 10 pour terminer le meilleur Allemand, Markus Eisenbichler, qui termine cinquième, mais qui globalement n'a pas pu jouer la médaille. Son compère, Karl Geiger, médaillé sur petit tremplin, termine huitième. Il aurait pu espérer mieux. Et puis pour finir le top 10, Piotr Joua, qui préfère lui les petits tremplins, donc on va dire que neuvième, c'est plus ou moins correct. Et dixième, un revenant, Johan André Forfang, déjà médaillé au par équipe mixte avec Anna Odinström et Granerud. Je crois que c'était, ouais, Voilà, c'était et l'équipe. Björset, ouais, exactement. Bierset. Et c'est vrai que on va voilà comme souvent, et c'est ça qui fait le charme dans les grands championnats. On a bien vu la différence entre petit et grand tremplin. Les Allemands, ils sont quand même en retrait, sauf Eisenbichler, et on sait pourquoi, parce que son style permet plus de vol. Mais voilà, Patator, Andreas Wellinger, 13e, ça ressemble plus à Mm, ses standards. Et dans les satisfactions, bah, tu l'as cité Forfang, parce qu'il a été vraiment très régulier, et c'est ce qui lui manquait cette saison. Il a été très régulier sur ce grand tremplin. Je me suis noté aussi les Suisses qui ont qualifié 4 sauteurs, donc dans les 50, et qui en ont mis 2 dans ouais. les points, dont un Hamann quand même enthousiasmant, quoi. C'est incroyable de voir ce vieux, ce jeune vieux, avec autant d'enthousiasme et transpirer autant l'amour de son sport. Enfin, c'est réjouissant. Bah, voilà, il sait que certainement il gagnera plus jamais, notamment parce qu'il prend trop de points aussi techniquement. Mais je pense que Mm, en l'air, c'est là où il aime être, quoi. Il aime être en l'air, donc il continue à faire ce qu'il faut pour monter, quoi. En début de saison, tu te souviens, on parlait de lui au milieu des 35-40e en COC. Et puis bah là, il ouais. était dans les 30 des épreuves des championnats du monde, donc il a réussi sa saison. Ouais, et puis bon, à sa décharge, on l'a entendu plusieurs fois par Nicolas Jeanpro, Aman n'avait pas sauté pendant l'été, donc on va dire qu'il a eu besoin de ces coups de continental pour s'affirmer. Et c'est vrai qu'en ce moment, il est aux alentours de cette place-là, il a fait 22e. Donc avoir cette fin de saison pour Simon Aman, et comme tu l'as dit, l'autre Suisse qui a fait des points, c'est Gregor Deschwanden qui termine 24e, et on a eu des points d'autres concurrents qu'on a moins l'habitude de voir dans le top 30, comme Eric Belchaud, 26e,
Yeven Marouziak 27e ou Etu Nousiainen 30e. C'est quand même dû à l'absence de quota. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et que, du coup, il y a un paquet de grandes nations qui ne viennent qu'à 4 ou 5 s'il y a le. Euh, oui, 4 ou Champion en 5. titre, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a le champion en titre Et qui ça était fait Kraft ici, ouais. Non, c'est ça, oui, il y a exactement. des portes qui s'ouvrent, mais ils étaient Il faut nombreux. Et aller, mais Maroussiak, pour le citer, là, l'Ukrainien, il a bien confirmé, on va dire, son 17e petit tremplin, 27e grand tremplin. C'est mm, c'est la petite attraction, on va dire, de cette fin de saison. exactement. Le lendemain, tout le monde se retrouvait pour un concours par équipe. Et donc, au vu de la fête de la veille avec la victoire de Timiș, la Slovénie était attendue à- en haut du podium, en tout cas de par nos pronostics, et elle n'a pas démérité avec la victoire des Slovènes qui ont été premiers après le premier groupe et après le second groupe et qui permet donc à l'équipe à domicile de remporter une nouvelle médaille d'or. Oui, alors faut vraiment, enfin, c'est un vrai exploit, hein, parce que même en arrivant à Planica, on n'aurait pas cité les Slovènes, peut-être même pas médaillables, hein, par rapport à leur classement individuel en Coupe du Monde. Euh, donc les quatre, on va dire les quatre mousquetaires, c'est en toute logique Lanišek en troisième de la saison, Zajc autour du top 10, mais derrière c'est Jēlár et Lovrokos, hein, qui a été préféré à Domen Preutz. Et ils ont eu raison parce que c'était du Vando et on sait que Lovrokos est largement meilleur en Vando. Mais enfin voilà, c'était pas une fiche de quatre sauteurs qu'on imaginait champion du monde il y a 2 semaines. Et pourtant, comme tu l'as dit, hier matin, du coup, enfin samedi matin, au matin de l'épreuve, ils étaient favoris. On savait qu'ils étaient incroyablement bons sur leur tremplin, surtout Zajc et Lanišek. Il y a Jēlár qui s'est mis au diapason, Kos qui a fait le job. Et ils auraient pu être un peu en décompression après le titre de Zajc, et à l'inverse, ils étaient galvanisés. Et franchement, ça fait super plaisir, par exemple, pour un gars comme Lanišek, parce qu'en plus, il était le quatrième sauteur. Donc la pression, Zajc, c'était un super coup tactique de l'avoir mis dans le troisième groupe. Il a atomisé tout le monde. Dans le troisième groupe, il a fait que l'élan était serré, presque plus que dans le quatrième groupe, qui est censé être le meilleur. Donc coup tactique monumental. Et Lanišek, il a tenu la baraque, parce que ça servait à rien d'avoir Zajc bon dans le troisième groupe si Lanišek n'était pas derrière très bon. Et puis des scènes de joie exubérantes, donc ça fait super plaisir. Exactement. Et alors au classement des sauteurs, donc Timiș a été celui qui a été le plus loin au global sur les deux sauts et deuxième Lanišek, pardon. Jēlár est 10e et Kos est 23e. Donc vraiment ce qui a porté la Slovénie, c'est la performance de Timiș et d'Anze Lanišek. Derrière, on retrouve la Norvège emmenée par Halvor Egner Granerud qui au global fait la troisième place des sauteurs et avec de très bons Johan André Forfang et Marius Lindvik. Christopher Sundal est un peu plus décevant, mais on va dire que il a fait le job. En tout cas, au global, il a battu Kos, hein. Il a fait 2 mètres de mieux que Kos en moyenne. Donc on va Attends. dire que c'est lui qu'on attendait. Attends, je me suis promis de dire du bien de Sundal là devant mon écran. Parce que franchement, depuis le début de saison, voilà, ça passe pas. Je me dis, mais il manque quelque chose avec ce sauteur. Et là, bah, les Norvégiens, ils étaient pas favoris non plus, hein. Franchement, de leur performance individuelle, c'était quand même moyen. Tu vois, la preuve d'ailleurs, on n'a même pas parlé de Lindvik parce que il est dans le ventre mou et compagnie. Et là, ils ont fait vraiment une très belle épreuve par équipe. Et grâce à Sundal, parce qu'il faut être quatre, qui a vraiment haussé son niveau pour ce par équipe. Donc, je mange un petit peu mon chapeau parce que là, il avait une belle homogénéité et une médaille d'argent largement méritée pour les Norvégiens. Exactement, c'est le mot, hein, cette homogénéité, vu que les 4 sauteurs sont dans les 16 meilleurs de ce par équipe. Donc, on a c'est cette homogénéité qui a permis à l'équipe de battre la troisième équipe. Et là aussi, c'est quand même une semi-surprise, hein, l'Autriche, emmenée par, en fait, pas emmené par celui qu'on attendait au niveau, puisque Stefan Kraft, pour moi, a déçu sur ce concours. Il est que 14e au global. Schöffening est 15e.
Yann Earl 11e et Ebok 8e. Donc aucun des quatre sauteurs n'a permis vraiment de, 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 de chatouiller la Slovénie, mais aucun n'a déçu pour ensuite passer derrière la Pologne et l'Allemagne. Donc on va dire que ils étaient tous à peu près moyens. Et pour que Ebok soit le meilleur, ça n'a pas été non plus la fête, et notamment Stefan Kraft qui n'était pas au top. Ouais, c'est clair. Et non, mais voilà, c'est l'Autriche pour le coup. Leur densité, on va dire Coupe du Monde, hein, tous niveau top 10, top 12, leur a fait gagner cette médaille. Il fallait aller la prendre parce que sur l'épreuve individuelle, la Pologne était l'équipe qui avait le moins de places cumulées. Alors, c'est pas ça le saut à ski, c'est pas des places cumulées, mais ils en avaient quand même trois dans les 10. Et Schnitzol, qui pour le coup était le point faible de cette équipe, mais qui s'est plutôt bien débrouillé là sur le par équipe. Mais là, ça a manqué de peps pour un peu tout le monde en fait. Ouais, alors Schnitzel fait 20e au global, Camille Storr 19e, Piotr Joua 13e et David Kubaski 5e. Donc on va Ouais, dire donc que c'est Schnitzel et Storr qui ont un peu tiré, hein. Là, on dirait que Storr a fait un bon concours, mais il est parti de la 14 et de la 13, hein. Donc c'est ça aussi qu'il était dans le oui, groupe oui. le plus facile, et au global 19e, ça suffit pas pour lui, et disons qu'il a été décevant. Schnitzel, il était à peu près à son niveau. Côté allemand, le meilleur, ça a été Karl Geiger qui a quand même fait 4e au global, hein. Donc vraiment super concours par équipe de Karl Geiger. Eisenbichler 12e au global, Wellinger 17 et Schmidt 18. Eisenbichler n'a pas eu les points du coach request. Donc là, on manque, c'est combien qu'il leur manque? Une Bah, dizaine de 10 points. points, Non, 10,3, ouais. Si, deux plateformes, voilà, c'est donc 10,3 points. il passait Donc, devant la Pologne, mais il passait pas. ouais, voilà. Mais après, s'il avait été plus loin, il y a quand même un sujet avec cette coach request. Alors, moi, j'ai entendu un truc là aux interviews Eurosport que j'avais jamais entendu en 20 ans de Mhm. passion. C'est un sauteur qui a contesté la distance qui lui a été attribuée. Qu'on Oui, conteste les notes, c'est une chose parce que c'est un jury, on peut dire ils n'ont pas vu que j'ai bien fait mon télémark. Mais Mhm. contester la distance, là, c'est vraiment la première fois. Alors là, vu que ça n'a pas été changé, on peut penser que, je sais pas, c'était une excuse ou quelque chose, mais j'étais très surpris. Je pense que Marcus Eisenbichler était surtout surpris que son coach, il lui a enlevé deux plateformes, alors que les conditions étaient à peu près les mêmes que pour tous les autres, et qu'il se voyait bien aller se poser, enfin, il fait quand même 130,5 avec deux plateformes de moins, donc il nous aurait vraiment fait un beau 135 mètres, le meilleur télémarque possible, on aurait pu lui souhaiter. Mhm. Euh, Peut-être que la médaille, enfin, ils ont quand même que un peu moins de 12 points d'écart avec l'Autriche, hein. La médaille, Ouais, ouais, non, elle s'envole peut-être là quand même, hein. Donc il y a débat quoi, hein. C'est incroyable quand même que cette décision est étrange. Dans les décisions étranges, on n'a pas parlé. Koubaki, étrange mais moins. Koubaki, son coach, qui enlève aussi deux plateformes là en manche finale, mais là, ça ressemblait plus à un coup désespéré quoi. De se dire, allez, oui. on tente un Lui, truc un peu. clairement, exactement. Lui, clairement, c'était de la 9, aller chercher autant de la 11 pour Ayson Bichler, pourquoi pas, mais de la 9, ça faisait bas, hein, pour aller chercher les 131 Surtout et que les autres bons Koubaki, mètres. il pose des télémarques magnifiques au point HS depuis le début de saison. Et on sait très bien que Mm. dans les notations, si tu te poses, on va dire, au milieu entre HS et point K, tu as des 18,5, 19 si tu es sublimissime, alors que tu fais le même télémarque au HS, ça fait 19, 19,5. On Oui, le connaît, le principe des points. Donc c'est comme oui. s'ils avaient voulu s'enlever des points d'eux-mêmes. C'est très étonnant. Ouais. Je pense que s'il avait sauté au-dessus de 32, il aurait eu les 10 points. Bon, on ne pourra pas refaire le concours. Oui, mais il Ayson aurait eu des Bichler, meilleures lors notes de ses techniques aussi. ouais, bien sûr, mais du coup, bon, la Pologne aurait pu finir 3, l'Allemagne aussi. Finalement, c'est l'Autriche qui, si la Pologne et l'Allemagne avaient réussi leur coup, auraient peut-être eux aussi tenté quelque chose avec Kraft, donc on ne sait pas. Je pense que c'est le classement, et Eisenbichler, il a surtout parlé de la ligne verte. Voilà, c'est comme ça que D'accord, je l'ai ouais. compris. Ok, d'accord. Euh, Plutôt Ça, que de remettre en cause ah oui, d'accord, ok, la je comprends mieux. mesure en elle-même. Superbe 6e place de la Suisse, hein, encore emmenée par, j'allais dire pas Martin Amann, mais par Simon Amann. Après, voilà, Amann, il fait 21e au global, hein. Donc il y a vraiment un gap entre
les Oui. grosses nations et le groupe suivant et notamment un gap avec le Japon. Autant Kobayashi a réussi son concours puisqu'il est sixième au global, autant derrière, c'est le no man's land, hein. Il n'y en a plus aucun. Enfin, voilà, Nikaido, il n'est pas du tout au niveau qu'on pensait qu'il avait. Nakamura, depuis son podium, c'est Casper et le frère, bon, il n'a pas été là. Donc le Japon, alors oui, il y a eu cette médaille d'argent, mais c'est Kobayashi et à rien, quoi. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Bon, là, honnêtement, personne n'est tombé des nues de voir le Japon en difficulté. Et je pense que passer derrière la Suisse, c'est le petit. Bon, ça se joue à pas grand-chose, hein, ça se joue à un point, mais c'est la petite pique pour dire, OK, là, le Japon, c'est vraiment la loose. Vous y êtes pas, les cocos, parce que, ah, OK, les Suisses ont été bons, mais normalement, le Japon doit être allègrement devant cette équipe de Suisse. Et c'est amusant, les analyses, parce que le Japon est déçu septième. Par contre, les États-Unis sont très contents d'être huitième parce que, pour le coup, là, c'est un peu une très belle performance pour eux. Ouais, les États-Unis ont surpris, notamment, bah, encore une fois, c'est Eric Belchaud qui a amené l'équipe, mais Andrew Urlaub a bien sauté, Casey Larson aussi, un peu moins Baker Dean, et vraiment belle huitième place des États-Unis qui continuent à progresser. Mais là aussi, je pense qu'il y a un effet entraînement à Planitza, parce Ouais. qu'on n'avait pas cette homogénéité côté américain. Donc bon, mais c'est super, enfin, je veux dire, une huitième place. Oui, bah, ils ont Pour sorti la conclure, Finlande, voilà. Ouais. ouais, et notamment la Finlande, Et qui est quand même tellement décevant. l'équipe qui joue, on va dire, par nature, joue le top 8, quoi. On attend les Finlandais dans le top 8. Donc voilà, c'était le petite. Exactement. Donc au global, au niveau médaille, l'homme de ces championnats du monde, ce sera Kimi Zajc, hein, qui a eu une médaille en individuel, une médaille en par équipe et une médaille en mixte. Au global, ça lui fait donc 7 médailles sur l'ensemble championnat du monde et Jeux olympiques. Donc il commence à se faire Ah oui, un oui. bon petit palmarès. Ah oui, Euh, il a 22 ans, hein, c'est ça? Exactement. Autre double médaillé, on retrouve Andy Wellinger avec une médaille en individuel, une médaille en mixte et au global 11 médailles depuis le début de sa carrière. Geiger ont une en individuel, une en mixte et au global 15 médailles. Voilà, Karl Geiger qui rejoint le cercle fermé des 15 médailles. À noter la neuvième médaille de Johan André Forfang. C'est notamment ça. Sur ces 9 médailles, il en a une en individuel aux Jeux Olympiques et 8 par équipe. C'est sûr qu'il vaut mieux être norvégien Voilà. que Ebok, finlandais. Ebok, huitième médaille au global, il les a toujours eues par équipe. Voilà, aucune médaille individuelle pour Ebok. 8 médailles par équipe. Kraft a obtenu sa 17e médaille sur des grands championnats avec seulement une médaille en Jeux olympiques pour Kraft, donc 16 médailles en championnat Championnat du du monde. monde. Voilà, et Et donc chez les vraiment, femmes, on avait eu de tête, donc forcément, c'est Altaos, Altaos avec ses 3 médailles d'or et sa médaille de bronze. C'est Lina oui, Freitag qui a 2 médailles d'or, du coup, les par équipe, mixte et puis féminin. Dans les multiples médaillés, il n'y a pas y en avoir tant que ça parce que Ström, Ström qui a King, eu le bronze en. Là, lundi. Ström, 3 médailles, hein, le bronze. Alors attends, le bronze sur petit tremplin, le bronze par équipe et l'argent en mixte. Ouais. Alors donc et Lundi, elle était dans le par équipe féminin. Et- Lundbu, elle oui, je était pense dans que le oui. par équipe. Non, oui, c'était Lundbuk, Vandal, Björkstedt, Ström. Ok, donc elle a 2 médailles aussi. Par contre, elle n'était Médaille pas dans le par aussi. équipe mixte. Ouais. Ok, Non. ouais, donc Et Altaos, donc on l'a dit, et avec Pickelnick qui a 3 dû médailles. avoir une sur le petit tremplin d'argent et une Et l'argent aussi par sur. équipe mixte. Ouais, c'est ça. Donc, notamment Altaos, donc, qui a déjà 2 médailles olympiques et qui rajoute donc là les médailles de championnat du monde. Donc, ça commence à faire pas mal à 26 ans. Voilà pour le saut. On va passer au combiné nordique. Donc, les femmes avaient terminé leur programme sur petit tremplin et sur grand tremplin.
On a eu 2 compétitions masculines. D'abord, l'individuel non pardon, on avait commencé par le par équipe. Le Exactement, ouais. par équipe, avec, une équipe, vainqueur qui était, plus ou moins attendue. Oui, tout à fait. La Norvège qui gagne, c'est pas une surprise, mais on a eu vraiment une très belle épreuve par équipe. Euh, le format, on va dire le coefficient de points du saut fait que ça rassemble beaucoup les équipes à la fin du saut. Ça crée très peu d'écart en fait. On est sur un point égale une seconde, alors qu'en individuel, un point égale 4 secondes. Alors, il y a 20 kilomètres de ski de fond par équipe contre 10 en individuel, mais ça veut globalement dire que le ski de fond, le saut compte 2 fois moins en par équipe qu'en individuel. Et Mmh. bah, ça se sent. Alors, moi, je râlais un peu avant l'épreuve, mais au final, comme on a eu une superbe course de fond, bah, c'était le but, je pense, c'est le but recherché par la FIS, et on va dire ça a marché parce que on avait, après le saut, la Norvège devant, notamment avec un Rieber à 139 mètres qui avait écrasé tout le monde. L'Autriche à 20 secondes, l'Allemagne à 23 secondes et la France à 40 secondes. Et plus loin, le Japon, la Finlande à plus d'1 minute 15. Donc on avait surtout les trois nations favorites en 20 secondes, 23 secondes, et ça promettait. Et ce qui s'est passé a été, je sais pas pour ce que tu en as pensé, je trouve que ça a été à la hauteur, dès le premier relais. Ah ouais et puis, la France, d'avoir l'équipe de France aussi bien placée, après le saut, d'ailleurs je l'ai vu en différé et à chaque fois que j'avançais dans les groupes, je t'envoyais un texte, j'y crois pas que la France va terminer en fait, c'était déjà vis-à-vis du Japon, en fait, puisque Mm. moi je m'étais mis dans la tête que le Japon allait être premier après le saut avec les Watabe, les 2 frères, les 2 Yamamoto, et du coup, de voir, bah, Matteo, Laurent, Marco Agnis bien sauter, OK, mais surtout Antoine Gérard, quoi. Donc franchement, les retrouver là, si près, est-ce que j'ai cru à la médaille? Pas spécialement, parce que devant, on avait les 3 ogres, mais franchement, ils ont fait une superbe course. Donc après le premier relais, comme tu le dis, donc c'est, la Norvège avait mis son plus mauvais, fondeur, Oui. qui est Spen Andersen. Donc, partait avec 23 secondes devant Eric Frenzel et donc il s'est fait rattraper. Et puis, donc, je crois qu'ils ont terminé ensemble, Frenzel et Andersen. Oui, c'est ça, mais Frendel a fait un effort monstrueux pour revenir en une boucle et en lâchant l'Autrichien Fritz, donc qui est resté à une trentaine, ouais, quasiment une trentaine de secondes, et Matteo Bo qui fait tout le premier relais tout seul et qui revient à une dizaine de secondes de la médaille. Et Ouais. ok, moi je voulais pareil hein, que toi, enfin je sais pas, je voulais pas y croire, mais euh, je- voilà, les Français là, c'était quand même dans les trois gros pays, c'était des fondeurs énorme. Une fois que Fritz était passé en Autriche et que Andersen était passé en Norvège, donc dans le premier relais, ils avaient que des bombes à ski. Et pourtant, on a eu bah, des Français qui ont été juste très bons à ski aussi, parce qu'en fait, dans le deuxième relais, on va dire statu quo devant, on a la Norvège, l'Allemagne euh, et l'Autriche qui reste seulement à 10 secondes. Donc Antoine Gérard qui perd pas de temps sur Greiderer, c'est une super perf. Et dans le troisième relais, on a carrément Laurent Multaler qui reprend Stéphane Rettenegger. Donc en fait, à la fin du troisième relais, la France est troisième. Ouais, la France était 3e et du coup, on lance le genou Marco Hainis. On connaît avoir plus de difficultés sur le fond et du coup face à Johannes Lamparter qui lui est un des meilleurs fondeurs du plateau avec Jens Luras, ça a pas tenu et Marco termine à 24 secondes de la médaille, mais il a vraiment pas à rougir de sa performance parce il a vraiment tout donné. Mais c'est vrai qu'une fois que Laurent Multaler a donné le relais, voilà, la médaille leur tendait les bras bon, voilà, c'est Il l'emparteur. fait par le jeu. Alors c'est vrai que par exemple Grabach, du coup, Oftebro, Jens Luras et Geiger, ils se sont neutralisés. Jürgen Grabach, Ritzek, donc là il y avait quand même des watts. Ils se sont aussi neutralisés. Et ce qui fait que par Ils ont exemple au troisième relais, c'est Laurent Multaler le plus rapide quand même. Et, euh,
Et même, ok, Marco Ennis, on savait, et voilà, il fallait pas s'enflammer, mais à 1 km 3 de l'arrivée, non, à Mm. 3 km de l'arrivée au passage, comme Schmid et Rieber jouaient au plus bête à qui, oh, je te regarde, bah, toi, je me regarde, je te regarde, bah, mine de rien, Lamparter et Nice, ils sont revenus, quoi. Ils ont repris une vingtaine de secondes en 1 km, donc, parce que ça skiait pas devant, hein, c'est clair. Mais on a quand même la Ouais, France à 16,2 km qui est dans le groupe bah, de la médaille d'or. Donc il y avait pas grand-chose à espérer à part une chute ou quelque chose, mais on savait que Marco Hennis, des gros bourrins allaient s'attaquer devant, il tiendrait pas. Mais voilà, c'est satisfaisant de jouer l'or parce que bah, c'est aussi ça, les par équipes, hein, il y a des stratégies. De jouer l'or jusqu'à 3 km de la fin, bah, ça fait plaisir, quoi. exactement. Et au vu de l'âge des concurrents, notamment des concurrents allemands, avec Frenzel et Rudzeck qui sont plus vieux, je pense que en regardant la relève allemande qui est pas ultra géniale, que la France peut avoir une possibilité de médaille à des Jeux Olympiques. Donc c'est peut-être un peu trop tôt pour se positionner, mais sur un grand tremplin où des sauts peuvent bien se passer, avec un Marco Hennis qui aura en Italie, du coup, il sera plus âgé. On peut vraiment rêver d'une médaille. Et Il Gaël y a un Blondeau Magnus aussi, Rieber, hein, et Gaël Blondeau qui pousse, donc on n'est même pas sûr d'avoir euh, les quatre mêmes. C'est-à-dire que là, même qu'il y ait une concurrence pour rentrer dans l'équipe, ça stimule, quoi. voilà, et il y a le Magnus Rieber donc, qui dépose Julian Schmidt pour remporter une nouvelle médaille d'or pour lui après sa médaille d'or sur petit tremplin et donc couronner une équipe de Norvège très homogène avec les fusées que sont Oftebro et Gravak et un Espen Andersen qui a tenu son rang en, en- en ne perdant pas de temps sur Erin Frenzel, enfin, c'est-à-dire en terminant avec Erin Frenzel et non pas derrière lui après le premier. Donc il laissait la Norvège avec ses trois meilleurs Mm. concurrents pouvoir prendre la mesure de l'Allemagne. Voilà, après Et les autres nations, ça a juste, été plus compliqué. Rieber, il était sacrément sûr de lui, hein, parce que sur le papier, c'est pas, enfin, pas sur le papier, mais sur ce qu'on a vu, enfin, il revenait, quoi. On l'avait Mm. vu en difficulté un peu après Noël. Et donc là, il a joué la victoire dans ce petit groupe avec Schmidt et Lamparter qui flambent en Coupe du Monde actuellement. Et il semblait tellement sûr de lui et il leur a mis 9 secondes là dans la dernière bosse, hein. Donc il, il était incroyable, hein, il devait se savoir très très fort sur les skis de fond parce que là, Rieber, les autres victoires de ces championnats du monde, c'était au tremplin, hein. C'était déjà fini, on va dire. Et là, il a Mm. gagné sur les skis. Ouais, ouais, très bonne gestion de l'effort sur 5 kilomètres. Peut-être que sur 10 il aurait été bouffé. Et du coup bonne performance de Jarl Magnus qui le mettait en condition pour l'individuel, donc l'individuel qui s'est déroulé samedi. Et donc oui, tu allais le dire, excuse-moi, avant que je t'interrompe. Derrière, bah, c'est très très loin. La France, elle est à 30 secondes et derrière, le cinquième, Finlande à 2 minutes, l'Italie à 2 minutes 30. Donc ça, c'est un peu les turpitudes du combiné nordique où il y a voilà, le Japon qui est quand même médaillé de bronze des derniers championnats du monde l'année dernière et là, septième à 2 minutes 40. C'est dommage, hein, Ouais. parce que ça aurait été amusant, on va dire, d'avoir une cinquième équipe, hein, pour mettre un peu le bazar aussi. Donc, L'Italie a fait une bonne course de fond, notamment Costa et Cosner. Bortolas, qui est très jeune, c'est moins bon, mais par contre, sur le tremplin, ils ont vraiment fait des bouses. Il y a une qui s'était pris une tôle. Et donc, l'Italie aurait pu jouer. Je suis un peu déçu de la Finlande, mais c'est vrai qu'au-delà, à part Erola et Hirvonen, là, les deux autres, c'est pas ça. Et d'ailleurs, ça se voit, Hirvonen, je pense qu'il était complètement démotivé parce que terminé 9e bah du fond. oui, il prend le relais, il sait qu'il va être cinquième, il n'y a aucun suspense. Voilà, on peut pas juger son temps de fond, c'est clair. Exactement. Alors sur le grand tremplin, donc le concours avait eu lieu le lendemain
Et après le saut, alors on a eu un saut stratosphérique de Jarl Magnus Rieber. Je, j'ai un peu du mal à me remettre de ce saut parce que, en fait, alors je ne sais pas si mes chiffres peuvent être faux, mais j'ai l'impression que le saut de Rieber, c'est plus ou moins le meilleur saut quasiment sur grand tremplin, en incluant le saut spécial. Parce qu'il saute que de la 13, donc il saute pas de si haut que ça. Et du coup, si tu remets des compensations classiques pour aller sur la 11, par exemple, qui était la plateforme la plus utilisée par le grand tremplin, c'est une des meilleures performances. Oui, c'était un saut. Donc, il a fait 147 mètres là sur le HS 138. Après, Mm. c'était beau aussi cette épreuve du combiné parce que c'était un matin et qu'on a eu des conditions. On était déjà en mars et on avait des conditions de planitza. Là, moi, j'ai allumé ma télé. D'ailleurs, sur Shell et Club, j'ai tout de suite mis un petit message et ils en parlaient quand j'ai allumé. En fait, voilà, c'était planitza, soleil et le vent qui est devenu portant en cours d'épreuve. Et donc, comme Rieber, il part plutôt à la fin, il avait ce qu'il fallait. Donc, aussi, dans le comparatif des plateformes, les épreuves de saut à ski spécial étaient toujours en fin d'après-midi. Donc, avec le petit filet d'air qui redescendait. Alors que là, Mm. les combinés ont eu la chance d'avoir le vent de face. Et puis, c'est le vent thermique, donc le vent portant. Donc, c'est une petite relativisation. Mais c'est clair que Rieber, on a tous envie de le voir sauter avec les sauteurs spéciaux. Et on imagine qu'il ferait bonne figure, hein, clairement. Et d'ailleurs, il se murmure, il demanderait un dossard comme ouvreur à Vikersund. On va suivre ça de près, parce que les Ok. Allemands, l'année dernière, étaient sauteurs, avaient été ouvreurs à Oberstdorf Wolaski, les combinés allemands. Donc, Ouais. peut-être ça peut le faire pour Rieber, et je pense qu'il y a moyen qu'il fasse des beaux bols d'air, parce que ce 47 mètres, parce que là, l'enjeu, c'était pas juste de faire un beau saut, mais ça l'a déjà mis en orbite au classement général. Alors, il pose assis, mais on va pas lui en vouloir, hein, 12 mètres après le HS. Euh, il est 36 secondes devant Yamamoto, dont on sait qu'il est totalement inoffensif sur les skis de fond. Et donc, en fait, il a mis ses vrais concurrents, on va dire, Ilves à 1 minute, Schmidt-Lamparter à 1,25, Oftebro à 1,30, Matteo Bo à 1,45. Avec son niveau de ski de Planitza, c'était gagné d'avance en fait. Il avait d'ailleurs du mal à cacher son sourire en fait. C'est un peu Ah oui, insolent avec Rieber. c'est sûr, et je pense que comme tu le dis, d'avoir le troisième à plus d'une minute, le dixième Geiger à 2,16, et il Caerola et Grabach 19e et 20e à 3 minutes, ah, c'est des écarts qu'on a peu ou pas vus en Coupe du Monde. Et du coup, parce que Christian Ilves, c'est pareil, hein, alors certes, il a fait une belle performance, mais en ski de fond, c'est pas Alan Parter et c'est pas Geiger. Et donc, Rieber, quand il a sauté le 147 et qu'il a vu qu'il avait mis autant d'avance, je pense qu'il s'est dit, bon, c'est bon, là, je vais m'amuser, je vais être tranquillasse sur le fond. Et d'ailleurs, bon, il a été un peu insolent, si tu veux un peu décrire cette scène Légèrement de insolent. fond. Alors, il fait le 11e temps de fond, alors qu'il aurait pu ne pas se démener. D'ailleurs, il a toujours ce style. Quand il est bien, Rieber, il a l'air facile. Et là, il avait l'air facile, mais il avançait pour de vrai. Donc déjà, il a pas insulté la course. Il a vraiment fait la course. Par contre, il arrive en haut de la dernière bosse à 200 mètres de l'arrivée, il s'arrête, il se met sur le côté et il mime quelqu'un qui regarde au loin là avec la main sur le front. Et ça a été assez mal perçu par ses congénères. Moi, j'avoue, de l'extérieur, enfin congénères, pardon, c'est l'adversaire. J'avoue, moi, de l'extérieur, j'aime bien ce genre de petits gestes parce que, bah voilà, il est pas méchant, il y a le Magnus Rieber, c'est juste, voilà, il a eu une saison compliquée, il fait 2 mois de pause, il arrive, il est fort, il sent qu'il est fort, il sent qu'il maîtrise son corps, son sport, tout ce qu'il veut, et il Ouais, joue avec le public. Personnellement, j'aime bien ce genre d'image, mais je comprends que quand on est un Grabach, hein, Grabach a dit il aurait pu s'en passer. Je pense que si Grabach il avait été allemand, il aurait dit c'est quoi ce petit bip. Euh, je comprends que les gars qui se démènent pour faire la course derrière, ils le prennent pas bien, ça c'est clair. ouais, voilà. Après, ça chambre un peu. Après, bon, quand tu le vois arriver, donc Lamparter termine lui troisième. Donc une course de fond, on vous l'a dit, hein, Jarl Magnus Rieber
complètement au-dessus de tout le monde grâce à son saut à 147 mètres. Yamamoto, bon voilà, inoffensif, tu l'as dit, il a tenu, je crois, un tour et puis après, dès qu'ils se sont fait rattraper, en fait, il était avec donc Ilves et Yamamoto à un Ribber au début. Pardon, Ilves et Yamamoto étaient ensemble, puisque Ilves a rattrapé direct Yamamoto. Et puis, quand Oftebro, Lamparter et Schmid ont rattrapé Ilves et Yamamoto, Yamamoto, là, il a laissé tomber, il termine dixième. Et puis, Il sauve le top 10, qui est presque ouais, il sauve le top un 10. miracle avec son niveau de ski, mais les écarts au tremplin étaient énormes. Ah, exactement. Et puis ensuite, bah, on s'attendait à ce que le suivant qui saute soit Ilves. Et au contraire, Ilves est resté bien. Il est tellement resté bien que, comme un bon Morbach, les trois autres, hein, donc qui sont les trois favoris de la Coupe, enfin, qui sont les trois premiers de la Coupe du Monde, n'arrivaient pas à le décrocher. Et tout d'un coup, on a vu revenir un Autrichien et un Français, donc Stéphane Rettenegger, Matteo Bo, qui sont revenus. Et on avait ce groupe-là de 6 qui était pour la médaille d'argent. Oui, c'est incroyable. Et là, bon, c'est le crédit à donner à Stéphane Rettenegger qui a fait toute la remontée. Il est parti huitième. Il est de 2002 et il a dit non, non, moi je joue la médaille. Et il l'a joué parce qu'il est revenu sur le groupe Hofstebro, Lamparter, Schmidt, comme tu dis, les trois meilleurs de la Coupe du Monde. Et Matteo a eu le mérite de s'accrocher et eu le niveau de ski pour réussir à suivre Rettenegger. Donc c'est très fort. C'est juste que quand il a rejoint du coup le groupe, on sentait que Matteo Bo avait donné tout, alors que Rettenegger a continué un petit peu à jouer, quoi. Rettenegger, il s'est replacé au centre du groupe, Voilà. alors que Matteo a toujours été. Ça ressemblait un peu à une étape de montagne où tu te fais décrocher, tu reviens un peu, mais tu es là, le dernier du groupe, et tu sais que dès qu'il y a une attaque, c'est toi qui sautes. Et du coup, attaque de Jens Lura Softebro, Matteo Bo saute. Et là, surprise, parce qu'on s'attendait que Christian Ilves soit le suivant à sauter, c'est Julian Schmid Ouais. qui a décroché. Probablement sur régime par rapport à Oftebro et Lamparter. Et donc, on se retrouvait avec un groupe de 4, Oftebro, Lamparter, Ilves Le Morpion et Stéphane Rettenegger pour la bataille euh, pour, le, pour le podium. Et Oftebro était parti pour un doublé. Oui, et donc Oftebro qui prend la deuxième place, très satisfaisant parce que c'était la meilleure place qui était jouable sur cette course. Et course d'équipe, on va dire, des Autrichiens, et Ilves, il s'est plaint de s'être fait bloquer par Rettenegger et ça a laissé partir Lamparter. Je pense que sur le niveau intrinsèque, Lamparter aurait quand même eu la médaille, mais euh, stratégie, on va dire, hein, quand on est deux aussi. Dans le groupe. Et donc, c'est bien Lamparter qui prend sa médaille en individuel. Oftebro aussi, c'est mérité sur la saison. Il se donne du mal tous les week-ends. Et donc, parce que voilà, Rieber, on peut aussi en parler, hein. Il a manqué 2 mois d'épreuve, quoi. Donc, il s'entraîne quand il veut, il se sent pas bien, il se repose un petit peu, il fait des soins, il se rentraîne au rythme pour machin, il peut monter en charge, il a pas les voyages, il est en famille tous les soirs. Il a gagné de très 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 belle manière, mais moi je donne beaucoup de crédit à ceux qui sont là tous les week-ends sur la Coupe du Monde, donc c'est bien qu'Octobro et Lamparter prennent leur médaille. C'est-à-dire que faire des impasses, ça me rappelle un peu le ski de fond. Alors, je sais que le ski de fond a ce côté exigeant qui fait que tu peux pas faire la saison entière, à moins que tu sois Klébo ou Goldberg. Mais c'est un peu pick and choose. Et puis, toujours avec des. En fait, il a beaucoup joué à la rumeur. Ah, mais je suis malade, je suis plus malade. Et puis, je pense qu'il a vraiment été malade. Oui, ça oui, il Et était malade. ensuite, ouais, ouais, il était malade, mais ce petit geste de la fin fait que on a vraiment une arrogance un peu qui se dégage de Jan Magnus Rieber parce que il est largement au-dessus et voilà, il sait qu'il est bon. Mais je pense qu'il se fait pas des amis, comme tu l'as dit, et notamment dans son équipe qui le côtoie tous les jours, comme chez Jürgen Grabach ou d'autres. Après, on n'est pas dans les confidences, mais on va dire que on peut dominer une discipline sans vraiment avoir de l'arrogance
Et voilà. Moi, c'est ce que je vais un peu lui reprocher à Riber. Après, c'est un coup de maître, hein, de gagner Oui. toutes les épreuves. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Non, Mais mais ok, il est vraiment malade après Noël et donc il manque OTP parce qu'il est malade. Là, aucune discussion. Il revient à Klingenthal, on voit que ça va pas. Et donc là, mm. à son crédit, il est revenu. On voit que ça va pas. En 2 week-ends, il a perdu le globe. Il dit, OK, allez, on se revoit à Planitza dans 2 mois, dans un mois et demi. Et Moi, je suis pas d'accord avec toi. Il n'avait pas perdu le globe. Il n'avait pas perdu le globe. Parce que vu son niveau, il aurait gagné oui, toutes les non, épreuves pour l'équipe il nationale. dit, OK, j'ai pas envie de me battre pour le globe, j'en ai déjà 4 à la maison. T'as raison. Je Bon, suis voilà, d'accord. donc ça, déjà, c'est arrogant. Parce que, je suis désolé, comme tu as le crédit de faire des Coupes du Monde, c'est déjà assez compliqué à les organiser. Si tout le monde commence à faire ça, alors le faire sur une épreuve, on l'a eu en saut spécial à Rasnov. Ok, là, il y a eu pas mal d'impasses, on peut se demander à quoi servait cette épreuve. Mais je trouve que Rieber, c'est. Hein, ouais, non, je suis pas. Soit Ouais, il ouais. n'avait pas les jambes et du coup il aurait dit bah écoute, non, j'aurais pas eu ces médailles d'or et voilà, je préfère faire ça sur des grands championnats et pas le globe. Je ne suis pas convaincu du bien Ouais, fondé vraiment de sa stratégie. Mais bon. bah, en tout cas, enfin, bien fondé pour lui, 4 médailles d'or, c'est gagné. Mais c'est vrai que pour la discipline, ça fait penser un peu au cyclocross, tu sais, où tu as un Ouais, classement général qui commence au mois de septembre, et puis tu as Van Der Poel, Van Aert et Pidcock qui arrivent au mois de décembre, qui font poussez-vous les gars, nous on s'est reposé de notre saison de route, hein, on discute pas, mais on est plus fort que vous, on vous met des piles jusqu'au championnat du monde fin janvier, et en fait, la saison, elle continue encore un mois et demi derrière, mais le cyclocross, ça n'existe plus parce que les trois grosses têtes sont plus là. Et Rieber, il nous a fait un peu ce coup-là cette saison, quoi. Ah oui, ah bon, Schonard? Non, je connais pas Schonard. Zefeld, ouais, j'ai déjà gagné à Zefeld. Et donc, faut pas, on va dire, on va lui laisser le bénéfice du doute, c'est parti d'une maladie. Mais ouais, Jarl voilà. Magnus ne nous refait pas ça tous les ans parce qu'on va pas aimer, nous. On va pas être copains, ouais. Après, ça a été, ça a été l'homme de ces championnats du monde sur le combiné nordique, comme l'ont été Zaïch et Alta Holz, et puis bien sûr Guida Vesvolandsen chez les femmes, hein, on va pas Ah oui, lui enlever avec cette 2 épreuves, deuxième et voilà, c'est ça. Pas faire 4 médailles, hein, quand t'as que 2 épreuves. Mm. voilà. Donc, disons qu'au global, sur le combiné, peu de surprises, même si Rieber, c'était un peu un coup, et du coup, à voir ce que ça donnait. Et bien sûr qu'on est heureux que le meilleur soit aussi couronné dans les grands championnats, mais la façon dont ça s'est fait reste débattable, mais on ne va pas épiloguer dessus, on aura dit ce qu'on a à dire. Donc voilà pour Planitza, Attends, on est du où coup, donc Matteo Bo 7e, Laurent Multaler 13e, et avec une très belle course de fond, un 8e temps de fond. Il était ouais. 13e du saut. Et donc les quatre Français dans les 30, puis largement dans les 30, Marco Hennis 21e. Donc c'est pas un top 30 on va dire de raccro. Et Antoine Mm. Gérard 22e avec ses difficultés justement par exemple à Chonard. Voilà, c'était un beau général. Alors il y a aussi le principe des quotas aussi en combiné, mais ça jouait le top 30 largement, on va dire, et c'est très satisfaisant pour l'équipe de France. Et donc voilà, les championnats du monde sont terminés, donc on va retrouver la Coupe du Monde avec la dernière période, hein. On arrive à la fin, le dernier mois de ski, hein. Donc il fait chaud, mais on continue à sauter et à faire du fond. Et donc on se retrouvera en Norvège pour le retour de la Coupe du Monde. Très peu de repos, hein, parce que c'est dès le week-end prochain, c'est ça. Oui, alors les combinés femmes ont leur épreuve finale, hein, jeudi 9. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas eu le grand tremplin à Planitza, donc elles ont eu du repos. Petit aparté, on ne parle pas sur cet épisode, on a fait un choix éditorial de ne pas parler des COC et des FIS, mais on dira un mot parce que, par exemple, on a Lena Brocard qui a gagné une Coupe continentale aujourd'hui, donc on peut pas les oublier, mais on y reviendra plus tard. Donc finale des champions, enfin du coup finale de la Coupe du Monde de combiné nordique femmes jeudi 9. Et on a les combinés hommes qui ont 2 épreuves le week-end, on va dire sur un format classique. Et on retrouve sauteurs et sauteuses également à Oslo pour le début du ROR, donc ce week-end, qualif vendredi
et samedi, dimanche, des épreuves classiques. Il n'y a pas de par équipe cette année dans le ROR, ce qui est très bien comme ça parce que c'était injuste. Et donc, début d'une période euh, assez enfin, chargée, parce qu'on va avoir le ROR, c'est du saut tous les jours, hein, tu sais, par le principe saut, épreuve, enfin, qualif, saut, ça saute tous les jours pendant 8-10 jours. Donc, Exactement. On va visiter les 3 tremplins les plus importants de Norvège, donc Holmenkollen au nord d'Oslo, Lillehammer pas trop loin d'Oslo et Vikersund aussi pas trop loin d'Oslo. Donc ouais, trois concours norvégiens. On ira après à Lahti sur ton tremplin préféré, puis on terminera à Planitza pour le vol à ski. On aura du saut à ski jusqu'au 2 avril, donc le dernier week-end de mars qui s'étend sur avril. Donc un gros programme en perspective. Les combinards termineront, comme tu l'as dit, un peu plus tôt, hein, notamment les femmes qui terminent le week-end prochain et les hommes qui, eux, tireront jusqu'au week-end de l'Arty, mais ça sent la fin et il se peut qu'après Holmenkollen, si jamais il y a un trou de Lamparter ou d'Oftobro, qu'on ait déjà couronné le vainqueur du combiné, hein. ouais. Et juste pour finir, on l'a vu, le tremplin de vol à ski de Planitza pendant 15 jours, qui nous attend là avec, t'as vu, les grosses piles de neige artificielle Ouais. dans la réception, parce que je pense que ils vont serrer les fesses d'avoir des épreuves en avril. Planitza, il commence à faire beau, mais on peut être Mm. rassuré, t'as vu, il y a des gros tas de neige, donc on peut penser que on aura notre finale à Planitza, mais c'est dans un mois, ouais, c'est dans 4 semaines. Donc Exactement. on peut clore ce 20e épisode et se réjouir du programme chargé des prochaines semaines, dont on se fera un plaisir de vous parler. Voilà, et à la semaine prochaine. À bientôt, ciao!